Connaîtra-t-on un jour la vérité? Après 10 ans de procédure, le dossier avance lentement. Le collectif de défense dénonce une inertie de l'État. Harry Durimel, porte-parole du mouvement, est notre invité. Une délégation du département était en déplacement à Sainte-Rose aujourd'hui. Josette Borel-Lincertin a visité 2 projets aux retombées économiques importantes pour la ville de Sainte-Rose, celui du port départemental et l'aménagement de la Pointe-Allègre. Pour quel accompagnement? Le reportage d'Yvan Lemar. Elle pourrait enfin s'ouvrir au public d'ici le mois de juin. La maison de la mangrove des Abîmes est en cours d'achèvement. Découverte en avant-première de ce site écotouristique destiné à valoriser la réserve naturelle de Belle-Plaine. Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver. Nous allons tourner ensemble les pages de l'actualité de ce mercredi 18 février. La présidente du conseil départemental, Josette Borel-Lincertin, était en déplacement aujourd'hui à Sainte-Rose. Accompagnée de Claudine Bajazet, elle a visité 2 projets importants pour le développement de la commune, celui de l'aménagement du port départemental et celui de la Pointe-Allègre. Le reportage d'Yvan Lemar. Ce matin, 11 h, Josette Borel-Lincertin, accompagnée du maire Claudine Bajazet, se rend à Pointe-Allègre où un grand projet de valorisation du site est prévu. Le projet de la Pointe-Allègre a une double fonction. La première est celle de régulariser l'aménagement et l'urbanisation qui n'a pas été fait de façon licite sur le site. Et la deuxième partie qui est d'aménager l'espace naturel qui est en face, qui est aujourd'hui utilisé pour l'élevage par les associations et par d'autres usagers, des touristes, pour découvrir les patrimoines naturels et culturels du site. La première étape, c'est celle de la régularisation, c'est-à-dire de voir quels sont les espaces, délimiter précisément les espaces ayant vocation à rester urbains et ceux qui ont vocation à redevenir naturels. Et la deuxième étape, c'est mettre en place les opérations d'aménagement, notamment à travers un chantier d'insertion porté par le CCAS de Sainte-Rose, donc le Centre d'action sociale, et de faire des reboisements et tous les aménagements sportifs, culturels qui sont prévus dans le projet. Cette visite a permis aux habitants en situation irrégulière d'exposer leurs doléances. Eux, ce qu'ils veulent, c'est leur titre, pour être plus tranquille et avoir le courant, avoir une route décente et pour vivre bien comme tout le monde, comme partout. Pour la présidente du conseil départemental, il était important d'échanger avec la population. L'objectif de CITES, c'est rassurer la population et rassurer Madame le maire de l'accompagnement et de la volonté du conseil départemental de régler le problème de l'occupation de nos concitoyens, des Sainte-Rosiens, sur cette parcelle, l'occupation dit sans titre. Donc mon prédécesseur avait déjà engagé une première rencontre, on avait déjà déterminé la parcelle, trouver le périmètre réglementaire qui sera transféré à la commune de Sainte-Rose. Donc c'est ce que nous allons faire le plus rapidement possible. Après ce transfert-là, nous avons un autre problème, c'est celui des personnes qui sont hors périmètre et qu'il faudra accompagner pour trouver des parcelles à l'intérieur du périmètre pour pouvoir les installer. La viabilisation de ces terrains est évaluée à 5 millions d'euros. Un suivi en plusieurs étapes sera fait par la mairie. Alors déjà, arrêter le périmétrage avec le conseil départemental, faire passer cette délibération au conseil municipal, et ensuite, maintenant, au niveau de la viabilisation, étudier avec le conseil départemental quelle serait la part qu'elle apporterait dans cette viabilisation et que nous irions chercher maintenant les financements ailleurs. Bien entendu, ces lots qui seraient rétrocédés permettraient aussi à la commune de faire en sorte que cette viabilisation devienne effectivement une réalité. Autre visite, celle du port départemental de Sainte-Rose, où des travaux ont commencé depuis 2 ans. La collectivité s'est engagée sur un programme très ambitieux, à faire en sorte que le port soit un port modèle en réalisant des travaux de superstructure qui consistent à mettre en place un terre-plein de plus de 1,2 hectare pour pouvoir recevoir tous les équipements de sécurité et puis surtout des équipements qui permettent aussi de donner des conditions pour mieux travailler. Deuxièmement, surtout clôturer, en fait, faire en sorte que le plan d'eau soit un plan d'eau abrité en mettant en place une digue d'en clôture qui fait 100 mètres linéaires sur 9 mètres de large. Et ensuite aussi donner des mouillages de qualité en mettant en place en fait des anneaux, une estacade et bien sûr aussi un endroit pour que les marins pêcheurs puissent avoir accès en enlevant et en retirant leur bateau du plan d'eau.
Prochaine étape, l'aménagement des terre-pleins et la mise en place d'une machine à glace. Le port devrait être vraiment opérationnel d'ici fin juin. L'Union des paysans guadeloupéens et l'Union des consommateurs, soutenus par Caraïbes Écologie Les Verts Guadeloupe, ont enclenché une action pour identifier les responsables de la contamination des sols guadeloupéens par le chlordécone. Hier soir, ils animaient une conférence débat au centre Rémina Souta de Pointe-à-Pitre. Le reportage d'Isabelle Hameau. Salle comble hier soir au centre Rémina Souta. Un public très attentif au discours d'Harry Durimel, le porte-parole de Caraïbes Écologie Les Verts, veut obtenir justice 10 ans après la plainte déposée dans le dossier du chlordécone le 23 février 2006, un dossier sensible et quasi oublié des autorités. Mais 10 années, c'est 10 années où ils font des petits actes, notamment ordonner une expertise, des choses comme ça, mais on n'entend pas les fauteurs, les fautifs, les ministres, Soissons, Mermaz. On devrait les entendre, comme lorsqu'on fait, c'est qu'on soupçonne votre voisin d'avoir volé chez vous. On interroge le voisin, et si on n'est pas convaincu de sa culpabilité, on le laisse filer. Pourquoi dans notre quête, on ne fait que ce qui est de nature à nous faire baisser les bras, faire aller l'affaire à Paris, demander beaucoup d'argent, refuser de faire des tests? On ne comprend pas. C'est un scandale de santé publique. Et les gouvernants qui sont censés nous protéger font tout pour entraver notre quête de vérité. Dans les cas de grippe aviaire, Mediator, tous les problèmes qu'il y a en France, vous entendez, les mesures sont prises, on indemnise les agriculteurs. Pourquoi nous? C'est parce qu'on est loin du centre, on est loin de Paris et qu'on nous oublie. Discussion, débat, mais aussi l'occasion de mettre l'accent sur l'impact du pesticide qui touche principalement la basse terre. Outre sa capacité de s'accumuler dans les plantes, le chlordécone est classé comme cancérigène. Utilisé pour rappel jusqu'en 1993 aux Antilles, l'insecticide continue de polluer les cours d'eau selon une étude de l'INSERM. Les populations locales restent donc les premières victimes de cette contamination, d'où la signature en masse d'une pétition. La mobilisation de ce soir, ce n'est qu'une première étape. Nous avons voulu rencontrer la population, la sensibiliser, et vous avez pu voir qu'elle est sensibilisée. Donc nous allons par conséquent mettre en place une coordination avec des personnes de toute origine, des scientifiques, des marins-pêcheurs, des agriculteurs. Cette coordination va réfléchir sur des modalités d'action concrètes et pratiques. Depuis 2006, plusieurs plans d'action ont été lancés contre la pollution du chlordécone aux Antilles. Gérer les espaces contaminés et informer la population ont été les grands axes. Des actions qui devraient durer encore jusqu'en 2020. Une façon pour les autorités, selon Harry Durimel, de causer le retard. Et la justice cherche-t-elle vraiment la vérité sur ce dossier? Loïs Ignace et Linda Kayarsi ont recueilli l'avis de la population. On écoute vos réponses. Il ne faut pas rêver, il faut garder les yeux ouverts, je pense. Il vaut mieux ouvrir les yeux. À part de chlordécone, il y a beaucoup de problèmes. Et les problèmes s'arrivent très vite, rapidement. Je ne dis pas non, mais difficilement. Je pense que non, parce que déjà pour que ça soit fait, je pense qu'il faudrait que ce problème soit reconnu comme une catastrophe naturelle. Et ensuite, il faudrait indemniser aussi toutes les personnes qui ont été victimes. Ça va demander beaucoup en chiffres. Par rapport aux conséquences que ça a créé en Guadeloupe, on espère et on est confiant avec celui qu'on a mis en place il n'y a pas si longtemps, récemment. Et j'espère que ça aura une suite. Vu les problèmes que ça a causé, nous avons un certain nombre de personnes dans tout corps de métier qui ont été des victimes, je dirais, pratiquement. Et je pense que ce sera une reconnaissance pour la Guadeloupe. Jamais. Le chlordécone, c'est comme l'affaire du sang contaminé. Ça veut dire qu'en haut lieu, les responsables ils vont se protéger. Et on se voit dans 30-40 ans quelles sont les réelles conséquences. Le nombre de jeunes Guadeloupéens qui aujourd'hui sont déjà décédés, est-ce qu'on pourra dire que c'était par rapport au chlordécone? C'est comme tous les jeunes qui ont grandi en région pointoise, il y a eu de l'amiante. Aujourd'hui le chlordécone, il y a encore autre chose. Mais l'État ne va jamais attaquer l'État. C'est un combat qu'on ne pourra pas gagner aussitôt. Il faut que les gens se mobilisent justement contre cela. Et le porte-parole du collectif Debout pour dénoncer le scandale du chlordécone est avec nous ce soir. Harry Durimel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. 10 ans après les premières plaintes, connaîtra-t-on un jour la vérité sur ce dossier?
Il va falloir se battre, hein, puisque jusqu'à présent, c'est l'inertie, c'est l'omerta, c'est le mensonge qui ont primé dans cette affaire. Nous avons de quoi reprocher au gouvernement français une attitude complètement criminelle, il ne faut pas hésiter à le dire, puisque ça nous empoisonne. Donc on ne peut pas baisser les bras et je crois qu'au plan national, dans l'Hexagone, il y a eu des phénomènes identiques et tout le temps, face à de tels fléaux, face à de tels actes, les populations se sont soulevées, les syndicats, les associations se sont mobilisées. Donc nous ne pouvons pas baisser les bras. Vous dénoncez, vous l'avez dit à l'instant, l'inertie de l'État, mais pourtant des plans gouvernementaux ont été mis en place. L'État a donc en quelque sorte reconnu sa responsabilité. Que souhaitez-vous obtenir aujourd'hui? Alors quelle importance, quelle pertinence reconnaître qu'à des plans qui interviennent il y a 5 ans qu'on a commencé à faire des plans en chlordécone, on est en 2016, alors que l'État français sait depuis 1975 que le chlordécone est cancérigène possible et perturbateur endocrinien. Multiples alertes ont été lancées. Donc nous reprochons quoi au gouvernement? Nous reprochons le comportement en amont, d'avoir tardé à arrêter l'utilisation du chlordécone, même au plan européen, en 1990. Vous souhaitez une reconnaissance? D'avoir tardé en appui à l'interdire sur le sol en accordant des dérogations pour continuer à écouler les stocks. D'avoir tardé à mettre en place des plans pour nous protéger, de laisser encore circuler des produits sans aucune traçabilité qui finissent dans nos assiettes, de nous interdire aujourd'hui d'aller dans un laboratoire pour tester, doser le taux de chlordécone dans notre sang. C'est vraiment criminel qu'on puisse se comporter de la sorte parce que nous sommes des daumiers, parce que nous sommes des Français entièrement à part. Alors vous parlez d'un scandale politique, mais également un scandale judiciaire. Est-ce que vous nous en Un parlez scandale sanitaire, un scandale écologique, un scandale tout court. Puisque comment expliquer qu'un ministre de la République, un ex-ministre, M. Soisson, entendu dans le cadre d'un reportage sur Canal+, va nous dire, aux yeux et à la barbe des Guadeloupéens, ce que j'ai fait, s'il fallait recommencer, je le referais. Un monsieur qui a autorisé les importateurs à écouler leur stock de poison. Vous souhaitez qu'il soit traduit en justice? Qu'il soit traduit en justice et qu'il en réponde. Des petits jeunes sont mis en prison parce qu'ils sont surpris dans la rue pour avoir détourné 10 €, parce qu'ils ont fumé un joint. Donc, comment se fait-il que quelqu'un qui empoisonne tout un peuple des Antilles puisse venir nous dire à notre face qu'il recommencerait et le Code rural français oblige tous ceux qui mettent en circulation quelques produits alimentaires de renseigner sur toutes les étapes, depuis la production jusqu'à la transformation, jusqu'à la consommation. Aujourd'hui, en Guadeloupe, pouvez-vous me dire que vous pouvez aller sur un marché et acheter des produits en sachant d'où ils viennent, alors que dans 8 communes de Guadeloupe, il est interdit de planter certaines tubercules. Il y a un vrai mépris pour nous et j'invite les Guadeloupéens à se mobiliser, très franchement. Alors une pétition, justement, réclamant à chacun de connaître son taux de contamination à la molécule a été lancée, reçue par la Commission européenne. Est-ce que cette pétition peut réellement secouer le gouvernement? De toute façon, on se retrouve face à des juges qui semblent hésiter à s'auto-juger puisqu'on leur demande de mettre en examen des personnes dont leur carrière dépend. Donc on n'avait d'autre choix que d'aller en Europe, de bifurquer et de contourner la force d'inertie en allant devant l'Union européenne qui a reconnu la pertinence de notre pétition et qui a déclenché une enquête. Et au terme de cette enquête, je ne doute pas que la France aura à s'expliquer d'avoir utilisé les fonds européens et les avoir détournés pour mener des politiques publiques qui sont contraires à l'intérêt des populations et contraires aux valeurs qui sont véhiculées par l'Union européenne. De façon concrète, qu'est-ce que cela peut changer à la vie des Guadeloupéens, puisque les sols sont toujours contaminés? On peut espérer des compensations financières? Déjà, les pêcheurs, les agriculteurs qui ont été ruinés doivent être indemnisés comme on a fait pour la grippe aviaire pour les agriculteurs en métropole. On doit également procéder à un dépistage systématique de tous les Guadeloupéens qui ont vécu dans des zones contaminées ou qui ont travaillé dans la banane et certains aussi qui aujourd'hui continuent à traîner des maladies sans aucune aide. On doit donc accompagner les personnes déjà contaminées. Tous ces cancers de la prostate, 400 cas de cancer de la prostate par an qui sont révélés en Guadeloupe et 100 personnes qui meurent chaque année. Tout cela mérite une réparation, tout cela mérite une certaine compensation. Donc le gouvernement ne peut pas s'en tirer comme ça à bon compte. Monsieur Jean-Louis Borloo, lorsque je l'ai rencontré à Paris pour parler de ce problème, il m'a dit que c'est aussi grave que l'affaire du sang contaminé. Or, monsieur Garetta, il a été arrêté, manu militari, aux États-Unis pour le ramener en prison.
Le président même du Centre national de transfusion sanguine, eh bien, lui aussi, il a été poursuivi. Donc non, qu'on ne nous dise pas que comme c'est pour nègre, c'est pour cochon, on ne peut pas accepter ça. Vous auriez déclaré vouloir paralyser le fonctionnement de la Coupe Davis pour faire entendre votre voix. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que vous allez mener cette exécution? Est-ce que vous allez justement faire paralyser la Coupe Davis? Vous comprenez bien que si nous devrions mener une telle action, ce n'est pas sur votre plateau que je viendrai l'annoncer, puisqu'on nous mettrait tous en garde à vue de façon préventive. Mais ne doutez pas que nous ne laisserons pas des médias internationaux venir en Guadeloupe sans qu'ils puissent aller renseigner sur la manière dont la France traite ses nationaux. Puisque je considère que c'est un affront, c'est un mépris qui est fait au peuple guadeloupéen lorsque, dans un jugement d'un tribunal, on nous dit que le dosage de chlordécone dans le sang est réservé à la recherche et que chacun d'entre nous n'a pas le droit de savoir. Aucun individu ne peut accepter qu'on lui dise « véhiculez dans votre sang du poison et surtout fermez-la ». Circuler, il n'y a rien à voir. Harry Durimel, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Moins d'un mois après la grève de l'intersyndicale de l'éducation, le personnel du collège Félix Éboué de Petit-Bourg était mobilisé ce matin. Il manifestait à nouveau contre les suppressions de postes prévues pour la rentrée 2016-2017. Le reportage de Loïs Ignace. Les élèves du collège Félix Éboué de Petit-Bourg ont trouvé porte close ce matin. En cause, cette mobilisation du personnel pour dire non au problème de sureffectif. Actuellement, 986 élèves sont scolarisés dans ce collège conçu pour en accueillir 800. Mais d'autres problèmes viennent se greffer à la mobilisation. Contrairement à ce qui nous a été annoncé depuis le mois de janvier, nous allons devoir subir les suppressions de postes à la rentrée prochaine. Et nous sommes dans un établissement, le seul établissement de la commune, qui reçoit plus d'élèves que le nombre d'élèves pour lequel il est conçu. Nous sommes en sureffectif. À la rentrée prochaine, ce sureffectif, logiquement, devrait s'accentuer puisque la cohorte d'élèves de 6e est en augmentation. Et donc pour nous, il est hors de question qu'on mette encore plus en difficulté les élèves et les enseignants dans cet établissement. Le 1er février dernier, ce même personnel était mobilisé pour alerter le rectorat sur les problèmes d'effectifs. La création d'une classe de 6e supplémentaire entraînait une fermeture d'une classe de 5e et une augmentation des effectifs en 5e pour la rentrée prochaine. Ce matin, l'inspecteur d'académie est venu rassurer le personnel. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des collèges plus défavorisés que les autres. Je pense qu'on est tous au service des élèves et des enfants. Et on fait tous notre possible pour qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles. Là, j'espère les rassurer, c'est mon objectif, mais je ne peux pas présupposer de ce qu'ils vont ressentir, je sais pas. En milieu de matinée, l'inspecteur d'académie a reçu le personnel et a écouté ses doléances afin de les faire parvenir au rectorat. En attendant, le mouvement de grève du personnel est reconduit demain, jeudi 18 février. Le collectif de défense mobile poursuit son action pour défendre les intérêts des familles expulsées de Bosredon à Morne-à-l'Eau. Ce matin, Hubert Kiaba, chef de file du mouvement, tenait une conférence de presse où étaient exposés de nouveaux éléments qui prouveraient que les familles concernées sont dans leur bon droit. Patrick Curie, Moïse Dexter. Après avoir demandé un complément d'enquête, le collectif de défense mobile pointe du doigt une erreur de localisation géographique. Nous avons demandé un certificat de concordance par un cabinet effectivement habilité effectivement à le faire. Et aujourd'hui, nous avons effectivement la réponse où il est clairement dit que la route qui mène effectivement à Morne-à-l'Eau et au Moule se trouve au sud, au nord de cette propriété. Donc par conséquent, le document qui fait état effectivement où ces personnes qui se disent propriétaires, qu'ils ont un titre qui dit que la route se trouvait effectivement au sud. Donc nous avons effectivement confirmation aujourd'hui pour dire que le terrain effectivement dont il s'agit, dont il revendique effectivement la paternité, se trouve bien à quelque part d'autre qu'ici. Pour le collectif, c'est l'incompréhension face au silence des institutions, mais espère avoir des réponses. Nous espérons effectivement que des réponses seront faites et des comptes et des explications seront demandées. On ne peut pas comprendre, nonobstant le fait qu'il y ait une décision de justice, que tout se fasse sans que personne ne constate rien, sans que personne ne dit rien. Aujourd'hui, il y a quand même un service urbanisme au niveau de la mairie de Morne-à-l'Eau. Nous ne comprenons pas effectivement ce silence. Soit il y a une décision de justice, mais avant effectivement de donner le concours, d'accepter, de tolérer le concours de la force publique, nous pensons qu'il y a quand même une petite enquête
qui doit être fait au niveau de la préfecture. C'est sûr qu'il y a une décision de justice, mais nous savons effectivement que la préfecture a quand même l'habitude de vérifier, de regarder lorsqu'il y a des décisions qui s'est fait au détriment des personnes âgées. Il y avait des enfants dans la maison. Donc nous disons que nous allons effectivement faire ce qu'il faut, mais que ces personnes-là seront remis dans leurs droits. Mais nous allons aussi faire tout pour que la maison effectivement qui est là en ce moment et pour que ce monsieur-là puisse prendre conscience effectivement de son acte. Nous serons déterminés, nous serons présents. Nous avons vu qu'il y a une volonté effectivement de sa part de couillonner le peuple avec des documents fallacieux, des documents qu'il a montrés mais qu'il ne sait même pas effectivement l'origine et qui n'expliquent pas l'origine. Aujourd'hui, nous sommes prêts effectivement à aller jusqu'au bout dans notre détermination, dans notre mobilisation. Le dossier est entre les mains de la justice qui aura la lourde tâche de faire la lumière sur cette affaire. Du côté de la mairie de Morne-à-l'Eau, elle n'a pas souhaité s'exprimer de nouveau sur ce dossier. Quelques 230 jeunes Guadeloupéens sont engagés dans les rangs de la gendarmerie de la Guadeloupe comme réservistes. Aujourd'hui, une journée de recrutement était organisée à la caserne de Petit Pérou aux Abîmes. Devenir gendarme réserviste, un job qui attire de nombreux jeunes. Karen Diama. Pour renforcer ses effectifs et pallier l'insécurité grandissante, la gendarmerie de Guadeloupe a initié une journée exceptionnelle de recrutement de réservistes. Donc nous avons besoin de jeunes réservistes déterminés qui souhaitent nous filer un coup de main et aider les brigades de gendarmerie de Guadeloupe. Ce sont pour la plupart des jeunes gens qui sont volontaires. Ce n'est pas un métier à temps plein, ce sont des volontaires qui viennent ponctuellement sur leur temps libre, pendant leur congé ou leur week-end. Ils font des patrouilles autonomes, c'est-à-dire des patrouilles composées uniquement de réservistes. Ils peuvent aussi aider les brigades pour l'accueil. Ils ont des missions très variées, ça peut être aussi au centre opérationnel, ça peut être pour les contrôles radar, sanctions automatisées sur les contrôles routiers et tous les contrôles qu'on voit sur la route, il y a souvent des réservistes. Ils sont également beaucoup employés sur les grands événements, ils vont être employés là sur la Coupe Davis, sur la Carugette, sur le Tour de Guadeloupe. Sur le Tour de Guadeloupe, nous avons entre 50 et 70 réservistes tous les jours pour aider à la fluidité de la circulation et à la sécurité du Tour de Guadeloupe. Et parmi les candidats, Emeric, un jeune étudiant qui a toujours rêvé d'être un gendarme. Mon rêve, en fait, ça a commencé très jeune. Je jouais à policier voleur avec mes cousins et j'ai toujours été un policier. Donc j'ai toujours attrapé. Je vais voir qu'est-ce que ça fait d'être un gendarme. Et ouais, c'est ça. Ça me plaît. Je me sens bien. Je veux le faire. Pour Maxence, il s'agissait plutôt d'un acte citoyen. J'ai décidé de venir ici pour... c'est plutôt personnel. Que j'ai envie de servir en fait. Je trouve que c'est une cause juste de venir rendre service à la gendarmerie. Je pense avoir les qualités et on n'a jamais assez de monde pour pouvoir, pour pouvoir rendre service à la gendarmerie, grosso modo. Je sais que la gendarmerie, c'est un tremplin pour beaucoup de jeunes. Je suis encore jeune, je vais essayer d'en profiter, qui sait. Après, je sais que c'est un métier de cœur pour pas mal de personnes et ça pourrait le devenir. J'ai certaines qualités qui pourraient me permettre effectivement de prétendre à aller plus loin. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Avec plus d'une 60aine de candidats reçus aujourd'hui, la gendarmerie de Guadeloupe devrait voir ses effectifs augmenter. Dans un instant, découverte de la maison de la mangrove aux Abîmes, un projet écotouristique prometteur. Et puis nous irons à l'Assemblée nationale où les députés guyanais montent au créneau pour tenter d'en finir avec leur paillage. Je vous l'annonçais dès hier, la période du carême s'annonce très sèche en Martinique. Une nouvelle qui ne ravit pas les agriculteurs. Le reportage de Damien Lansade et de Louise Sabas d'ATV Martinique. Après 2 ans de sécheresse sur les hauteurs de Verrier, les champs de manioc de Lisette commencent à avoir mauvaise mine. Ça a été planté l'année dernière, ça a été retenu par la sécheresse de l'année dernière, ça n'a pas fait une belle croissance. Et maintenant là, ça devait être en pleine végétation, eh bien c'est déjà sec. Alors on va retirer très peu de choses avec ces maniocs-là. À cette période de l'année, les tubercules auraient déjà dû faire gonfler la terre au pied des maniocs. Ça devait être rempli de feuilles. Et il faut les feuilles pour pouvoir, c'est en fait les feuilles, le laboratoire. Il faut que ça prenne des choses dans l'atmosphère et dans la terre, que ça envoie dans les feuilles qui redescendent dans les tubercules. Et il n'y a pas de feuilles. Donc les tubercules ne peuvent pas donner.
La terre sèche des mornes de Bellefontaine, Lisette l'a cultivée toute sa vie. Elle se souvient de temps où la pluie suffisait à nourrir ses champs. Les périodes de sécheresse étaient moins dures et moins longues. Et même quand je me suis installée ici, je travaillais dans tous les bois derrière là, je défrichais, c'est pas mécanisable, on faisait à la main, mais on plantait des choses. À cette heure-là, on avait beaucoup de persil, on avait beaucoup de choses. Et maintenant, plus rien, on ne peut plus rien faire, c'est pas la peine. Aujourd'hui, les restrictions d'eau obligent Lisette à faire des choix. Les apports d'eau sont attribués au petit carré qu'elle se réserve pour les besoins de sa famille. Les salades qui sont là, ça n'a pas été aiguë ce matin parce que l'eau est finie trop vite. J'ai mis l'eau juste sur les fleurs comestibles. Et les salades, je vais les arroser, pas demain puisqu'il y avait l'eau aujourd'hui, c'est après-demain qu'il va y avoir de l'eau, je vais arroser les salades. Nous avons de l'eau juste pour nourrir, juste pour tenir notre consommation personnelle, juste pour entretenir ça. Réchauffement climatique ou épisode isolé? Pour les analystes de Météo France, il est encore difficile de tirer des conclusions à long terme, mais plusieurs facteurs risquent d'aggraver la situation. Même si le vent moyen n'est pas très fort, il y a beaucoup de rafales, et ce vent, il apporte aussi de l'air saharien. On le voit, il y a plein de brumes de sable, donc de l'air sec. Donc vent plus air sec, ça veut dire qu'il y a un peu d'évaporation, le peu de pluie qui est tombé s'évapore très vite, et donc ça assèche encore plus les sols, d'où les difficultés pour l'agriculture, pour les plantes, pour la végétation en général. Avec la présence du phénomène El Niño dans le Pacifique Sud, les modèles de prévision de Météo France prévoient sur les Antilles un carême sec pour cette année, sans pouvoir préciser l'importance du phénomène. À l'initiative de la députée guyanaise Chantal Berthelot, une délégation a pu assister ce matin à une table ronde de parlementaires concernant le problème de l'orpaillage en Guyane. Pour certains députés, il est inconcevable que la France, 5e puissance mondiale, n'arrive pas à éradiquer définitivement ce fléau. Stéphane d'Alexandresco, d'ATV Paris. Un collectif de citoyens regroupés sous le nom de Hurleurs de la Guyane, excédés par l'orpaillage illégal, saisit la députée de Guyane, Madame Chantal Berthelot, afin de porter le problème une fois de plus à l'attention de l'Assemblée nationale. Le combat contre l'orpaillage illégal doit être gagné. Nous, on estime qu'il n'y a pas d'autre moyen et que la France peut se donner les moyens pour le gagner. Aujourd'hui, ça fait très longtemps que l'État français combat contre ce fléau. C'est notre demande aujourd'hui. Nous, on ne peut pas juger avec nos moyens si l'État fait bien, pas bien. On estime qu'il pourrait mieux faire. Et c'est pour ça qu'on demande une mission d'information parlementaire à la Commission du développement durable pour s'assurer que les moyens, les efforts sont bien dimensionnés, bien ciblés. Madame Berthelot, engagée depuis de longues dates dans la lutte contre l'orpaillage illégal, encourage la mise en place d'une table ronde parlementaire afin d'auditionner les représentants territoriaux sur les dégâts causés par l'orpaillage illégal et les moyens d'y remédier. On a quand même le constat à l'heure actuelle que les populations de l'intérieur de la Guyane souffrent encore des impacts de l'orpaillage illégal. Et ça, il faut qu'au jour sensibiliser la représentation nationale à cela, parce que c'est nous qui votons les budgets et notre rôle aussi est de contrôler l'action de l'État sur les territoires. Donc le Parlement est dans son action, dans son rôle. Nous avons été interpellés par des citoyens nous disant qu'effectivement, on va hurler pour dire que l'orpaillage illégal est une réalité toujours en Guyane. En tant que parlementaire et membre de la commission en développement durable, donc j'ai saisi le président de la commission en lui disant qu'il est souhaitable d'entendre les acteurs de terrain de Guyane pour savoir où est-ce qu'on en est exactement sur l'orpaillage illégal. Devant une assemblée de députés qui, pour certains, découvrent pour la première fois l'activité criminelle de l'orpaillage en Guyane, Madame Bérangère Blin, directrice adjointe du parc amazonien, et Monsieur Chimili Boussoussa, vice-président de l'association des autorités coutumières de la communauté Aloukou, viennent décrire les ravages que produit l'orpaillage illégal sur les populations locales. L'orpaillage illégal a plusieurs types d'impacts. Le premier, c'est l'impact environnemental, c'est-à-dire qu'il va générer donc de la déforestation, donc l'arrachage du couvert forestier, la pollution des cours d'eau avec des matières en suspension. Les boues, ça donne cette couleur jaune. Et il y a également derrière un risque de pollution au mercure, puisque le mercure est utilisé par les orpailleurs clandestins. Donc ce mercure va s'accumuler dans les cours d'eau, dans les chaînes trophiques et arriver donc dans les poissons carnassiers qui sont ensuite consommés par les populations. Les impacts de l'orpaillage illégal sur la population, c'est que il y a une forte pollution, l'eau est sale, boueuse, et les gens ne peuvent plus se laver tranquillement sur le fleuve. C'est là un impact très négatif sur la vie
des populations en général. 100 fois sur le métier, il faut remettre l'ouvrage. Tel pourrait être le slogan des forces armées, engagées contre les orpailleurs illégaux. Car malgré un bilan élogieux qui a vu en 2015 la destruction d'un nombre important de sites d'orpaillage, les Galimpieros, ces orpailleurs illégaux, trouvent toujours le moyen de s'adapter et de constamment reconstruire les sites détruits. Ce combat est sans fin, mais les autorités françaises semblent décidées à rester vigilantes. En Guadeloupe, la maison de la mangrove aux Abîmes ouvrira ses portes au public au mois de juin, selon la municipalité. Le projet appelé Taonaba est un site écotouristique construit en plusieurs tranches qui peine à se mettre sur les rails. À travers cette réalisation, la ville des Abîmes a pour ambition de doter la Guadeloupe d'un outil pédagogique et de valoriser la réserve naturelle de Belle-Plaine, l'une des plus étendues de la Guadeloupe. Le reportage d'Isabelle Hameau et de Moïse Dexter. Toujours en travaux et déjà quelques visiteurs. Je ne connaissais pas du tout cet endroit. C'est des amis qui habitent ici qui nous ont fait connaître cet endroit. J'ai apprécié de trouver de la végétation comme dans une forêt tropicale, tout près des abîmes. Donc on a écouté les oiseaux, on a rencontré un monsieur qui entretient du cresson sauvage, qui nous en a même vendu. Ce soir, nous allons manger notre cresson sauvage. Et j'ai bien apprécié le calme. Il y a des animaux, il y a des fleurs, c'est marqué le nom des arbres. Et j'ai vraiment apprécié cet endroit que je ne connaissais pas, malgré que je vienne à la Guadeloupe depuis très longtemps. J'ai retrouvé ça un peu comme à Basse-Terre. Le domaine naturel de Taonaba peine à faire sa place en tant que site écotouristique. Si les travaux sont effectués sur plusieurs tranches, le projet touristique permettra à terme de découvrir la mangrove autrement. Le pôle Taonaba, la maison de la mangrove, le pôle muséal, ce sera une découverte ludique des milieux humides. Ça apprendra une nouvelle pédagogie aux écoles pour découvrir de façon ludique la mangrove. Vous auriez bientôt le muséum qui sera ouvert, la partie muséographie. C'est prévu également très bientôt le pôle accueil. Prévu aussi en courant 2016, deuxième semestre 2016, le sentier découverte de Taonaba, c'est-à-dire le sentier découverte en canoë-kayak. Alors ici sera le pôle touristique par excellence des Abîmes. Un pôle touristique qui attire l'attention de certains artistes, notamment Antoine Nabajotte, artiste peintre. Taonaba Art, un événement culturel qu'il mettra en place ici, le temps d'une journée. L'idée, allier art visuel et biodiversité. Les enfants vont passer la journée ici avec leurs parents et ils vont profiter de cet espace pour peindre. Ils auront la possibilité de peindre le paysage parce que je trouve que cet espace est très bien. Et j'aime bien travailler en plein air parce que j'estime qu'il faut développer les manifestations culturelles, tout particulièrement la peinture, le week-end. La plupart des peintres nous travaillent dans la nature et la plupart des éléments qu'on utilise, on n'a pas le choix, et on est bien obligé de tenir compte de la nature pour créer. Et je pense que c'est en ce sens-là que j'ai pensé ce projet-là. Un savoir artistique que va transmettre dimanche Antoine Nabajotte sur le site. Il sera accompagné de 3 autres plasticiens. Tous les arts martiaux et sports de combat étaient à l'honneur hier soir au Ciné-Théâtre du Lamentin à l'occasion de la Nuit des Arts Martiaux. On regarde le reportage de Patrick Curie et Moïse Dexter. Des prestations de haut niveau avec des performances dignes des grands maîtres des arts martiaux. Un spectacle dynamique offert par l'équipe de Black Spirit Academy. Il était très important d'organiser cette nuit des arts martiaux puisque les arts martiaux en Guadeloupe, nous sommes fans et on s'est dit que ce n'est pas assez mis en avant devant le public guadeloupéen. On parle souvent des mêmes disciplines, des disciplines populaires, alors que les arts martiaux, tous les résultats faits pour la Guadeloupe sortent des arts martiaux. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui on est là. La nouveauté, c'est que ce sont des disciplines qui évoluent qu'au Lamentin. Donc on a des valeurs du Lamentin qui sont sur la scène. Et en fait, il démontre au public qu'il y a du niveau au Lamentin. Il y a 3 experts coréens également qui font partie du spectacle. Donc ils sont là en train de coordonner un petit peu, on va dire, la discipline taekwondo. Et c'est clair que ça va cartonner tout à l'heure. Le taekwondo, mis à l'honneur avec des experts venus de Corée pour un stage de 2 semaines et pour participer à la démonstration.
Je suis 5e dan et je pratique le taekwondo depuis l'âge de 7 ans. Nous sommes venus entraîner les pratiquants guadeloupéens. Certaines personnes en Guadeloupe ne connaissent pas le taekwondo. Je veux le faire découvrir à tous. Je pense que le niveau de la Guadeloupe est bon et je suis surprise du taekwondo de la Guadeloupe. Les étudiants guadeloupéens s'entraînent dur, ils ont beaucoup de résultats et de champions. C'est devant un public conquis que les prouesses s'enchaînent avec perfection à entendre la réaction de cette spectatrice. Formidable, génial. C'est la première fois que j'assiste à un spectacle d'arts martiaux. Génial, rien à dire. Je suis venue voir mon petit-fils, Jonah, et c'était... Je n'ai même pas de mots pour pouvoir décrire ce que j'ai vu. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est le taekwondo des adultes et aussi l'aïkido. Et je voyais ça à la télé dans les films, et là j'étais en plein dedans. Donc ça m'a beaucoup plu. La nuit des arts martiaux, un événement qui revient en Guadeloupe chaque année pour le plus grand plaisir des passionnés. Et c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais tout de suite l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM. Drame dans une ferme de l'Aveyron. Une conseillère agricole a été traînée et noyée dans un étang alors qu'elle était venue faire une inspection. Le frère d'un agriculteur a été placé en garde à vue. Et à Ankara, en Turquie, un attentat à la voiture piégée a fait au moins 18 morts et 45 blessés cet après-midi. L'attaque visait des cars militaires. Nouvelle nuit de violence en Corse. Des affrontements ont eu lieu entre les forces de l'ordre et des manifestations hier soir, faisant ainsi 3 blessés. Ce matin, le corps d'une femme a été retrouvé dans une mare gelée. Il s'agissait d'une conseillère agricole de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron. Elle était venue faire une inspection durant laquelle le frère de l'exploitant se serait violemment porté. Il l'aurait traîné puis étouffé, selon le procureur de la République à Rodez. Il n'y avait pas de contentieux particulier entre l'auteur et la victime. Il n'y a pas eu d'altercation entre eux, c'est-à-dire que, d'après les déclarations de l'auteur, elle est sortie après avoir fait sa mission de la stabulation, et il l'a attrapée, il l'a agressée, et il l'a tuée. Donc ces motivations sont extrêmement floues. Il n'y a pas eu d'altercation, ça veut dire qu'il l'a saisie, il l'a tirée vers l'étang. Ce sont ses déclarations à lui. Il l'aurait saisie, il l'aurait tirée vers l'étang, et elle serait décédée, étouffée ou noyée. En Bretagne, les agriculteurs étaient mobilisés aujourd'hui. Des centaines de tracteurs ont bloqué la rocade de Rennes. Pour calmer leur colère, le Premier ministre Manuel Valls a annoncé un report du paiement des cotisations sociales pour les agriculteurs à faible revenu et une baisse immédiate de 7 points de charge sociale pour tous les autres. Et pour mieux se rendre compte de cette pagaille qui règne autour de la ville de Rennes, regardez ces images aériennes. La rocade est totalement bloquée. Des centaines de tracteurs donc se sont réunis depuis ce matin. L'objectif, c'est de rester au moins jusqu'à 17 h. En revanche, les manifestants ne devraient pas pénétrer dans la ville. Selon le préfet, des arrêtés ont été pris. Des dizaines de déviations sont mises en place pour permettre aux automobilistes de rejoindre le centre-ville. On verra donc la réaction des agriculteurs aux annonces de Manuel Valls et à cette baisse de 7 points des charges sociales. Et 3 jours après des heures en marge d'un match de football opposant Reims à une équipe de Bastia, de nouvelles violences entre manifestants nationalistes et forces de l'ordre ont éclaté hier soir en Corse. Des affrontements qui ont eu lieu et qui ont fait 3 blessés. Boules de pétanque et cocktails Molotov lancés par les émeutiers. Contre gaz lacrymogène et grenades assourdissantes envoyées par les gendarmes en riposte. Scène de guérilla urbaine Courpaoli, à proximité de la sous-préfecture de Corté. Le lieu avait été choisi par les manifestants pour se rassembler. Comme hier, tout avait commencé dans le calme. Comme hier, les plus radicaux se sont détachés pour cibler les gendarmes, accusés d'empêcher leur manifestation de soutien aux supporters de Bastia, poursuivis pour violence à Reims. La tension, après, elle est exacerbée par le comportement des forces de l'ordre qui dressent un barrage et qui nous empêche de se réunir devant la sous-préfecture. On sait très bien comment ça va se terminer, mais c'est pas la faute des gens qui vont faire ça, c'est leur faute. L'entière responsabilité, elle est au niveau de la préfecture. Après 2 heures de tension sans affrontement direct et beaucoup de mobilier urbain endommagé,
Un jeune homme a été interpellé et une gendarme légèrement blessée. Un attentat à la voiture piégée a fait au moins 18 morts en Turquie. L'explosion s'est produite cet après-midi dans le centre de la capitale turque. Il visait des véhicules militaires. Oui, selon le dernier bilan provisoire, bien sûr, donné par le gouverneur d'Ankara, il y aurait 5 morts et 10 blessés. L'explosion a été provoquée par une voiture piégée qui a visé 2 bus qui transportaient des militaires. Cette explosion s'est produite près des bâtiments du Premier ministre et aussi près de résidences de militaires. Cette explosion a été entendue à travers toute la ville. Elle était très importante selon les témoignages recueillis à Ankara. Il y a une très grosse fumée noire qui s'étend sur une grande partie de la ville qui donne une idée de l'ampleur de cette explosion. Selon le Premier ministre turc, les commentaires qu'il a fait sont assez limités. Il a dit qu'il était au courant, qu'il suivait la situation. Quasi immédiatement, il y a eu une interdiction de traiter l'information qui a été imposée aux médias turcs. C'est assez classique quand il y a une explosion en Turquie. Alors, je vous rappelle que la Turquie a déjà été la cible de grands attentats en octobre dernier à Ankara, en janvier dernier à Istanbul, qui a été attribué à l'État islamique. Mais il ne faut pas oublier le deuxième ennemi du gouvernement turc, qui est le groupe de rebelles séparatistes kurdes du PKK, avec qui le gouvernement turc est en guerre en ce moment dans le sud du pays, donc qui serait aussi potentiellement un suspect dans cet attentat. Merci d'avoir tourné avec nous les pages de l'actualité régionale et internationale de ce mercredi 18 février. Dans un instant, question directe présentée par Eddy Planté.